Bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que sur la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de photovoltaïque ou de domotique. Donc aujourd'hui, je vais vous reparler de mon installation. Il y a un petit peu moins d'un an, j'avais fait une vidéo en vous disant que j'avais augmenté le nombre de panneaux. Je l'ai encore augmenté là début mai. Donc je vais vous montrer mon installation, vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis je vais également vous montrer des copies d'écran pour faire un petit bilan de la production solaire. De mon autoconsommation également, puisque j'ai installé un routeur il y a un an et puis là il est quasiment fini d'amortir. Je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Alors au niveau de mon installation, j'avais commencé par deux panneaux Synology, alors plus exactement c'est les deux du centre. Donc c'est deux stations Play normales on va dire, hein, c'est-à-dire des stations qui ne sont pas bifaciales, stations normales. Et puis j'ai complété au mois de mai l'année dernière par deux autres stations, donc que j'ai mis à chaque bout. Pourquoi? Parce que le soleil se couche là-bas le soir, donc il va me mettre un petit peu de soleil derrière sur la face arrière. Et puis l'autre bifacial, je l'ai mis ici au bout. Donc voilà, ça me fait 4 panneaux Synology, 2 plaies normales et puis 2 plaies en bifacial. Donc les normales sont données pour à peu près 400 watts en crête. Et puis les bifaciaux sont donnés pour 425, 450 watts en crête. Bon, il faut savoir que en crête, j'ai réussi à monter avec deux panneaux à un peu plus de 800 watts. Donc ça prouve que les 400 watts sont bien là dans les bonnes conditions d'ensoleillement, d'inclinaison, d'orientation, pas trop chaud non plus. Et puis les deux panneaux bifaciaux, donc les 4 panneaux ensemble, j'ai réussi à monter à 1,68 kW, donc 1680 watts, ce qui prouve que le biface apporte bien un petit gain supplémentaire. Alors mes panneaux, ils sont fixés tout simplement avec les supports Synology au mur. Donc j'avais commandé les pattes de fixation qui vont avec, ici et là. Donc chaque panneau est fixé avec 2 pattes en haut et puis 2 pattes d'immobilisation en bas. Et puis on retrouve donc le système de réglage Synology. Alors bon, certains me critiquent parce qu'il est un peu fragile. Alors moi je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec. Je fais mes réglages 2, 3, 4 fois par an, en fonction de l'inclinaison du soleil. J'incline mes panneaux comme il faut. Et puis je le fais aussi quand il y a de l'orage, qu'on annonce de la grêle ou des choses comme ça. Je les baisse au maximum. Comme ça, ils sont le plus ras possible par rapport au mur. Et puis ça craint moins par rapport à la grêle. Alors ensuite, les panneaux, donc micro-onduleur intégré au panneau Synology comme d'habitude. Et puis chaque micro-onduleur est relié jusqu'au dernier là-bas au bout. Et puis c'est le dernier que j'ai relié à mon réseau, à mon tableau électrique en bas, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, donc le premier panneau là-bas, deuxième, le troisième il est ici, et puis j'arrive sur le quatrième là. Et puis là, j'ai mon câble qui suit là, qui descend, et puis qui vient rattraper le câble orange qu'on voit dans la grille dessous là. C'est mon câble qui part à mon tableau électrique dans mon sous-sol. Alors ces panneaux, j'en suis super content parce qu'ils produisent très bien. Ça m'a permis de me lancer dans le solaire assez facilement, puisque ce sont des stations plug and play. Donc vous commandez la station, vous la sortez du carton, vous la branchez dans une prise et ça produit. Ça produit, ça veut dire que ça alimente votre maison. Et puis ça va vous réduire assez considérablement la facture, en fonction de la puissance que vous allez installer et en fonction de la consommation de votre foyer bien sûr. Alors au début j'avais mis 2 panneaux, donc ça couvrait mon talon de consommation de maison. Sauf que quand j'ai voulu installer un routeur solaire Arson que j'ai déjà présenté également sur ma chaîne, je vous remets le lien en haut à droite là, pour la vidéo, je me suis aperçu que 2 panneaux finalement ne couvraient pas ma consommation de maison, plus le chauffage du ballon d'eau chaude. C'est pour ça que j'avais décidé au mois de mai l'année dernière de racheter 2 panneaux supplémentaires, ce qui m'a permis de multiplier ma puissance par 2 et puis surtout de remplir mon ballon d'eau chaude assez facilement sur les journées ensoleillées. Donc, je vais incruster un petit tableau là pour vous montrer le pourcentage on va dire de l'eau qui est chauffée grâce au solaire dans mon ballon d'eau chaude. Donc on s'aperçoit que dès que le soleil apparaît, et puis depuis que j'ai 4 panneaux depuis mai 2023, on approche les 100% de chauffe du ballon d'eau chaude grâce aux panneaux solaires. Donc ça veut dire qu'il ne tourne plus la nuit. Je le fais tourner la nuit que l'hiver ou quand il n'y a pas assez de soleil pendant 2, 3, 4 jours d'affilée. On arrive à vider le ballon qui fait 300 litres à 4 personnes dans la famille. Donc à ce moment-là, je le remets en route la nuit en heure creuse. Alors le gros avantage d'avoir les panneaux au mur, déjà c'est que ça me dégage toute la place au sol. J'ai rien qui traîne par terre. On ne risque pas de casser un panneau avec par exemple la tondeuse et puis des cailloux qui pourraient gicler sur les panneaux.
et puis venir éclater le verre des panneaux. Donc là-dessus, il n'y a aucun risque. Et puis surtout, comme je suis plutôt dans le premier tiers nord de la France, là je suis à côté de Chartres, donc c'est à peu près 70 km au sud-ouest de Paris. Donc pour dire première moitié nord de la France. La latitude à laquelle je suis fait que l'inclinaison des panneaux au mur me convient mieux qu'une inclinaison au sol. Parce que je préfère produire plus, j'ai besoin de plus produire sur les mois au printemps, en automne et en hiver plutôt que l'été. J'ai pas de piscine, j'ai pas de pompe à chaleur, j'ai pas de choses comme ça. Donc après c'est en fonction de vos besoins, vous produirez plus l'été ou l'hiver. Donc fort de ce constat, avec 4 panneaux j'arrive bien à remplir mon ballon, mais je m'aperçois que je ne le remplis pas encore à 100% sur un nombre de mois que je juge suffisant. Et puis surtout, comme je disais, sur les mois d'automne, d'hiver et de printemps, avec beaucoup de nuages et puis moins de soleil comme on a eu là en février cette année, et ben je m'aperçois que je ne remplis pas du tout mon ballon d'eau chaude. Donc fort de ce constat, et ben j'ai réinvesti dans 2 nouveaux panneaux encore, donc, qui sont ici. Alors ce ne sont pas des panneaux Synology cette fois-ci. J'ai choisi des panneaux que j'ai pris chez Matter France. Alors je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisé ni rien du tout, mais ils proposent des panneaux, des kits plug and play à des prix assez bas. Les prix des panneaux solaires se sont assez effondrés en 2023. Donc si vous voulez sauter le pas et passer au solaire, c'est le moment, parce que vraiment les panneaux on arrive à des trucs pas chers. Donc pour vous donner à titre de comparaison, les premiers panneaux Synology, j'ai dû les acheter dans les 650-680 €. Les suivants c'était pas loin de 700. Donc là au mur, il y a quand même un petit paquet de pognon qui se balade. Alors que ceux-là, les 2 panneaux plus le micro-onduleur, j'en ai eu pour 660 €. Vous voyez la différence avec une installation plug and play, 2 panneaux plus micro-onduleur. Je suis au même prix qu'un seul de mes 4 panneaux Synology. Donc disons que, comme je le disais en début de vidéo, mes panneaux Synology m'ont permis de mettre un pied dans le photovoltaïque et de me renseigner un petit peu sur comment ça fonctionnait, comment on pouvait fixer des panneaux, comment on pouvait les brancher. Et je me suis lancé dans une installation où il a fallu acheter des supports à part, fabriquer des supports en bois dont je vais vous parler juste après. Et du coup j'arrive à une puissance totale cumulée de à peu près 2600 watts. Alors ces panneaux, ce sont des panneaux de la marque Lipton, donc c'est une marque japonaise qui est assez réputée dans le panneau solaire. Ils sont fabriqués en Chine, tout comme les panneaux Synology. Les panneaux Synology, le panneau solaire est fabriqué en Chine, et ensuite le châssis et tout le reste est assemblé dans l'usine de Synology en France. Mais les panneaux sont bien chinois. La plupart des panneaux solaires qu'on a en France viennent de Chine, malheureusement. Mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir des prix assez bas. Alors bien sûr, il y a un bilan carbone, un impact CO2 qui est négatif quand on fait venir des panneaux de Chine. Déjà fabriqués en Chine, c'est pas terrible, mais en plus avec le voyage, on a un bilan carbone qui est assez défavorable. Mais il faut savoir qu'avec une production solaire, on va économiser du CO2 par rapport à prendre l'électricité sur le réseau français. Même si le réseau français est constitué en grande majorité de nucléaire, il faut savoir que des fois le réseau français ne suffit pas. On va chercher l'électricité chez nos voisins, et nos voisins les plus proches, chez l'Allemagne, ils tournent au charbon avec l'électricité. Donc ça veut dire que le bilan CO2 est vraiment pas terrible au niveau européen. Donc vos panneaux, il faut considérer qu'au bout de 3, 4, 5 ans, suivant ce que vous allez produire, le bilan CO2 va être à 0. Voilà. Et à partir de cette date-là, vous allez produire de l'électricité verte, c'est-à-dire sans CO2. Alors ces panneaux-là, donc ce sont des bifaciaux également. Ils sont légèrement plus grands en longueur et en hauteur que les Synology. Et puis ils sont donnés pour 480 watts en crête. Donc ça veut dire que depuis 2 ans, là, non seulement le prix des panneaux diminue, mais en plus les puissances augmentent. C'est-à-dire qu'à taille quasi équivalente, on est passé de panneaux de 400 watts à des panneaux de 480 watts. Et d'après ce que je constate sur mes premiers relevés de production, il n'y a pas de mensonge, c'est vraiment, ils produisent donc 480 plus 480, je suis à 960 watts, et je suis vraiment pas loin de 1000 watts de production, de ce que je constate depuis une semaine que je les ai branchés. Donc au niveau de la fixation, je suis parti sur des châssis en bois, que j'ai dessiné, je vous mets un petit plan là, en incrustation d'image. Et puis que j'ai fabriqué, donc c'est de la lambourde 45 par 70 que vous achetez en grande surface de bricolage, en 2,40 m. Il y a encore l'étiquette ici là. Et puis les bâtis, c'est 2 bâtis qui sont symétriques, qui sont miroirs.
que j'ai dessiné comme ça, donc des petites diagonales pour éviter que ça fasse parallélogramme, là, que ça penche de partout. Ils sont reliés par deux charnières, ça veut dire que je peux les orienter, les plier comme je veux. Et puis le micro-onduleur, je suis venu le fixer ici. Alors j'ai mis en attendant, j'avais pas de capot assez propre, donc j'ai simplement mis un ancien tapis de sol, voilà, qui est caoutchouté, et qui me permet de protéger le micro-onduleur, parce qu'il faut éviter de le mettre en ensoleillement direct et sous la pluie en direct. Il est classé IP63 ou 65, je ne sais plus. Donc ça permet de le protéger. Il refroidit quand même, puisqu'il y a de l'air qui passe de partout, pas de problème. Et puis ensuite mes panneaux, ils sont reliés avec les câbles MC4 ici, donc là pour la partie courant continu, la partie DC. Voilà. Et puis ce micro-onduleur ensuite, il a un câble ici avec son connecteur. Donc c'est un, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un micro-onduleur Hoymiles, donc c'est la même marque que les micro-onduleurs que j'ai sur mes panneaux Synology. C'est un Hoymiles, mais c'est un 1000 watts. Sur les panneaux Synology, on a des Hoymiles 400 watts pour des panneaux de 400. Et là c'est un 1000. Donc il couvre les deux panneaux. Et puis ensuite, le câble d'alimentation de ce panneau, il va rejoindre ce qu'on a vu tout à l'heure, la boîte de jonction étanche qui est ici. Voilà, j'ai retiré la grille. Donc on a le câble du micro-onduleur 1000 watts qui arrive ici. Et puis on a le câble de mes 4 panneaux Synology qui arrive là. Et puis le tout retardant le câble orange dans mon coffret qui est dans le sous-sol. Voilà, et puis donc les panneaux sont fixés grâce à des kits de règles en aluminium comme ça que j'ai trouvé sur Amazon. Là, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. C'est du matos qui vient d'Allemagne. C'est assez épais en section, c'est de l'épaisseur de 3 mm. Et puis c'est tout bête, ce sont deux équerres aluminium qui ont strictement la même dimension. Et puis une plus petite équerre ici qui va vous permettre de régler l'inclinaison de votre panneau. Voilà, suivant où vous mettez dans les différents trous là. Alors ce que je vais faire par la suite, c'est sûrement marquer en fonction des saisons dans quelle position je dois mettre la position des deux molettes là. L'idéal ce serait de n'avoir à régler que d'un côté pour simplifier le réglage. Et puis je viendrai noter avec un marqueur indélébile la position du panneau et l'inclinaison. Donc le gros avantage de mon chariot comme ça, c'est que je peux très facilement, parce que j'ai greffé 4 roulettes en dessous de chaque chariot, je peux très simplement faire bouger mes panneaux et puis donc régler leur inclinaison par rapport au soleil. Donc là ils étaient quasiment en face du soleil, et puis au fur et à mesure de la journée quand je suis à la maison, je peux les orienter pour qu'ils soient en face du soleil le mieux possible et puis maximiser ma production. Et puis quand je suis pas à la maison, ce qui arrive quand je suis au travail bien sûr, je les mets dans une position à peu près neutre, tout comme mes panneaux Synology là-haut. Mes panneaux, là, ils sont orientés plein sud. D'avoir deux chariots comme ça qui sont mobiles et qui peuvent se plier là, au niveau de la charnière, c'est que je peux étaler ma production sur la journée. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'avoir une super production en crête entre midi et 13h, là où le soleil est le plus haut, et puis plein sud 180 degrés.
Le but c'est d'étaler la production sur la journée. Donc, je peux par exemple orienter un panneau à l'est pour le matin, un à l'ouest pour le soir, et puis mes panneaux Synology, eux, sont plein sud. Ça fait qu'au cours de la journée, ma production va se lisser. Au lieu d'avoir une gaussienne avec un sommet très pointu à midi, entre midi et 2, je vais avoir quelque chose qui va ressembler plus à une production lissée sur la journée. Alors mes chariots, quand je les ai dessinés, je les ai dimensionnés pour au niveau de la hauteur, qui soit à peu près de la hauteur d'une règle aluminium. Hein. Vous voyez, la règle aluminium arrive quasiment en bas. Et puis surtout, j'ai rajouté quelque chose à l'avant, là, une partie avant. C'est déjà pour avoir 4 roulettes, pour pouvoir mettre des renforts, hein, pour éviter que avec le poids du panneau, ça parte vers l'avant. Et puis surtout, ça fait anti-basculement. C'est-à-dire que si je pousse sur mes chariots, ils ne peuvent pas partir vers l'avant dû au poids, et puis ils ne peuvent pas non plus partir vers l'arrière. Donc c'est important d'avoir une partie avant bien dimensionnée en fonction du poids du panneau. On voit bien là, vu de profil, que le panneau, c'est plus on va le lever, plus le poids va tirer vers l'avant. Alors avec cette configuration, donc à 2,6 kW crête, je sais que j'aurai un peu trop de jus les jours où il fera très beau, c'est-à-dire que je vais rapidement, plus rapidement qu'avant, remplir mon ballon d'eau chaude. Et je sais que je vais peut-être rejeter plus d'électricité dans le réseau également. Du coup c'est pas grave, je sais que je vais baisser mon taux d'autoconsommation qui était assez bon jusqu'à maintenant, qui était supérieur à 92%. Je sais que je vais le baisser, mais les mois où il y aura moins de soleil, c'est-à-dire allez, on va dire entre octobre et mars, avril même, on a vu cette année au mois d'avril c'était pas terrible au niveau ensoleillement, je sais que les mois moins ensoleillés, j'aurai quand même l'électricité nécessaire ou la production solaire nécessaire pour alimenter ma maison et chauffer mon eau chaude dans mon ballon. Alors après, vous allez me dire, on peut toujours stocker sur des batteries. Hein. Ça se fait beaucoup, là, il y a des solutions EcoFlow ou Zendur qui existent là. Mais bon, vu le prix des batteries, c'est absolument pas rentable. Les batteries ont une durée de vie de 10 ans si tout va bien. La condition pour les amortir, c'est aussi qu'elles se remplissent à 100% tous les jours et qu'on les vide à 100% tous les jours. Sinon, on va les amortir sur beaucoup plus de temps. Et puis bon, vu le prix des batteries au départ, ça vaut absolument pas le coup. Il vaut mieux rejeter l'électricité, quitte à rejeter des dizaines de kilowattheures tous les ans. Ça coûtera de toute façon beaucoup moins cher que d'acheter des batteries. Par contre, des batteries, ça peut être super utile pour quelqu'un qui vit un peu en autonomie, hein, c'est-à-dire qui veut être autonome le plus possible, ou qui a souvent des coupures de courant chez lui, et qui a besoin absolument d'électricité parce que, je sais pas, il y a un appareillage pour la santé qui a besoin d'être alimenté en permanence, ou des congélateurs pour de l'alimentation, ou un ordinateur hein, pour pouvoir télétravailler, ça peut être n'importe quoi. Il y a tout un tas de bonnes raisons d'avoir des batteries à la maison. Moi, dans mon cas, en tout cas, c'est absolument pas rentable et pas utile. Alors au niveau du suivi de ma production, comme vous le savez, là si vous suivez ma chaîne, je fais mon suivi avec un Shelly EM dans mon tableau électrique. Donc il va mesurer ma consommation réseau EDF et puis également ma production solaire. Donc là sur l'application Shelly, on va peut-être pas voir grand chose, si. Voilà, le soleil vient de se cacher, je suis à 700-800 watts de production. Et puis là je suis devant le panneau donc je produis une ombre, hein, on voit bien. Je suis à 1,46 kW, 1,64. Je me retire de devant les panneaux. Et puis là, bien sûr, ça monte tout de suite. Donc en pointe, je suis déjà monté plusieurs fois à 2,6 kW sans problème. Avec un temps idéal, c'est-à-dire un petit peu de nuages, des éclaircies, pas trop chaud. Et puis bonne inclinaison et bonne orientation des panneaux. Alors pour parler bilan production photovoltaïque et puis bilan du routeur solaire, on se retrouve ici sur la version PC de l'application Shelly. Donc pour faire simple, là, comme vous n'êtes pas habitué à mon monde Shelly, ici c'est un appareil Shelly EM qui mesure ma conso réseau et ma production photovoltaïque. Et puis j'ai un deuxième appareil Shelly EM qui me mesure la consommation du chauffe-eau et puis la consommation de ma borne de charge véhicule électrique. Si on s'intéresse au chauffe-eau, là pour parler du bilan du routeur solaire, voilà, quand je regarde la consommation, je vais agrandir. Je vais enlever la période précédente. On retrouve donc la consommation du chauffe-eau, par exemple pour ce mois-ci. Et on voit là, jour par jour, combien il a consommé. Alors concrètement, c'est pas de la... Si, on va dire que c'est de la consommation, mais c'est uniquement du solaire, parce qu'on voit qu'il a consommé en tout 36,78 kWh, mais que ça a tout été fait en heure pleine. Ça veut dire que c'est pendant la période de la journée, donc en solaire.
puisque je répète, je ne le fais plus chauffer la nuit quand il y a assez d'ensoleillement. Donc si je mets le bilan sur l'année 2024, voilà ce qu'a consommé mon chauffe-eau mois par mois. Donc on voit que c'est quasiment kiff-kiff tous les mois. Et puis on voit ici que sur les 649 kWh consommés au total, j'en ai 329 qui viennent du solaire, en heure pleine du coup, et 319 qui viennent des heures creuses. Donc ça c'est la consommation la nuit en heure creuse au mois de janvier jusqu'à avril. Voilà. Et puis si je prends 2023, en 2023, donc j'avais mis mon chez l'IEM à peu près mi-mars. J'avais monté mon routeur solaire aux environs de fin février. Donc c'est là que j'ai voulu mettre un Shelly pour mesurer ce que consomme exactement mon chauffe-eau. Alors on voit que le chauffe-eau, il consomme un peu moins l'été. Hein. Alors peut-être que comme il fait meilleur dans le sous-sol, là où il est situé, il a moins chauffé la nuit ou moins chauffé la journée pour atteindre sa température de consigne. Et on voit que plus on va dans l'hiver et qu'il fait froid, et plus il prend du kilowattheure. Et puis au niveau des tarifs, bon, il y avait un petit bug au début que j'avais l'application. Mais pour faire simple, sur 1240 kWh, il y en a 600 qui ont été pris sur le solaire, et puis à peu près le reste sur les heures creuses. Donc c'est à peu près 50-50. Voilà pour le bilan du routeur. Si je repars sur mon fichier Excel, j'aime bien faire des petits tableaux. Hein. Sur mon fichier Excel, on retrouve le petit tableau que je vous ai mis tout à l'heure en incrustation d'images. On retrouve ici, donc mois par mois, depuis le mois de mars 2023, combien consommait mon chauffe-eau, combien de panneaux solaires j'avais, la quantité de kilowattheures de surplus solaire réinjecté dans le chauffe-eau, et donc le pourcentage de surplus dans le chauffe-eau. Donc, par exemple, pour le mois de mars, sur 49 kWh, il y en a 6 qui venaient du solaire, ça fait 12% de l'eau qui a été chauffée par le surplus solaire. Si je prends avril, on est à 23%. Et à partir du moment où je passe à 4 panneaux au mois de mai 2023, on voit qu'on est passé à 95% de chauffe grâce au solaire. Ensuite 98, 100, 91, 98. Et en octobre, on a un peu moins de soleil. Donc ça commence à redescendre un petit peu. On a chauffé 73% de l'eau avec le solaire. En novembre, un peu moins. Voilà. Et puis ensuite, l'année 2024 a commencé. Février, moins ensoleillé. Il n'y a que 16% de chauffe qui a été faite grâce au solaire. En mars, 67%. En avril, 88%. Et puis on voit là, au mois de mai, donc le mois en cours, hein, et bien j'en suis à 100% de surplus. Voilà. Et puis pour le bilan, j'ai fait un tableau avec deux colonnes. Donc la première, c'est avec le tarif réglementé EDF bleu. Donc le tarif de l'heure creuse, c'est 18 centimes. Et puis l'augmentation des tarifs EDF ici en février 2024, où l'heure creuse est passée à 20,68 centimes. Donc, en multipliant par le tarif heure creuse et le nombre de kilowattheures que j'ai réinjecté dans mon chauffe-eau, ça me donne un gain en euros chaque mois. Et donc, j'en suis à 215 euros d'économie si on prend le tarif réglementé EDF bleu, ce qui fait que j'ai amorti mon routeur le 20 mars suivant ce tarif. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas au tarif réglementé EDF bleu. Enfin, plus précisément, j'y étais jusqu'à ce que je passe en tarif tempo au mois d'août 2023. Donc voilà pourquoi ici j'ai mis le tarif heure creuse EDF bleu avec option heure creuse. Et puis à partir de août 2023, j'ai pris le tarif tempo. Donc le tarif tempo, l'heure creuse étant moins élevée, forcément le gain est moindre par rapport au nombre de kilowattheures routés dans le chauffe-eau. Et puis ensuite, le tarif tempo, je l'ai pondéré chaque mois en fonction du nombre de jours bleus, blancs et rouges, ce qui donne un tarif différent pour chaque mois. Et puis depuis le mois de mai, là, ce mois-ci, il n'y a plus que des jours bleus, donc on est repassé sur le tarif heure creuse tempo normal à 12 centimes,96, donc quasiment 13 centimes. Et si je regarde le gain en euros par rapport à mon tarif à moi, j'en suis à 162 euros d'économiser sur un routeur que j'avais acheté 175 euros. Donc il devrait être bientôt amorti. Je pense que d'ici fin mai, début avril, il devrait être amorti. Ce qui veut dire que j'aurais mis un petit peu plus d'un an à l'amortir. C'est ce que j'avais annoncé dans la vidéo et c'est ce qu'annonçait le site d'Arson. Après le bilan sur le routeur solaire, un petit bilan rapide sur la production photovoltaïque. Alors sur ma production photovoltaïque, là par exemple, je vous montre à l'écran, je suis en train de produire 900 watts là quasiment, ça baisse un peu, il y a un nuage qui passe, et on voit que le chauffe-eau est arrivé à fond de chauffe, donc mon routeur route toujours, mais le chauffe-eau ne prend plus rien.
Donc quand c'est comme ça, bah, je rejette sur le réseau. Alors là, comme il passe un nuage, la production a baissé et je reprends un peu de conso sur le réseau. Voilà. Le soleil revient. Je produis de nouveau pas plus de 700 watts là. Et puis bah, je réinjecte mon surplus sur le réseau. Alors la production solaire, quand je regarde ma consommation, alors je vais regarder sur l'année 2023. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je rappelle, j'ai eu mes 2 premiers panneaux fin décembre 2022. Donc j'avais 2 panneaux en janvier, février, mars, avril. Et puis je suis passé à 4 panneaux en mai, donc on voit bien le gap quand je suis passé de 2 à 4 panneaux. Et puis ensuite sur l'année complète, donc j'ai produit 1700 kWh. Ce qui fait une somme, alors là le chiffre n'est pas tout à fait exact, je l'ai recalculé, on est à peu près à 300 € de gain. Et puis pour voir le surplus réinjecté, il faut aller sur la conso réseau. Et là sur conso réseau, quand je vais sur l'année 2023, il faut le temps que ça s'affiche, 2023 conso réseau. Donc voilà la conso réseau typique, hein. On consomme l'hiver et puis moins l'été, et puis de nouveau reconsomme l'hiver. Voilà ce que j'ai, ce qu'ils appellent retourner dans l'application là. Donc c'est réinjecté, c'est 148,5 kWh. Donc 148 kWh, ça fait à peu près 30 € de réinjecter sur le réseau. Donc c'est-à-dire que c'est 30 € de manque à gagner pour l'amortissement de mes panneaux. C'est pas de l'argent que je perds, c'est du manque à gagner, c'est un peu différent. Voilà pour le bilan. Et puis pour voir l'effet sur ma facture EDF, quand je vais sur le site EDF, voilà, je suis parti de décembre 2022 quand j'ai eu mon premier panneau, enfin mes 2 premiers panneaux. Comparé à décembre 2021, vous voyez, il faisait plus froid à l'extérieur, donc j'ai plus chauffé, je consommais plus. Donc là, j'affiche en kilowattheure. Janvier, on va dire que c'est à peu près identique avec janvier 2022. Donc rappel, j'avais toujours 2 panneaux. Février, là il a fait assez beau, donc les panneaux ont pas mal produit, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup moins consommé qu'en février 2022. On voit la consommation qui a baissé de 26%. En mars, ça a baissé de 4% seulement, il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Avril 2023, pas mal de soleil, la conso a baissé de 34%. En mai, je suis passé à 4 panneaux, donc là il commence à y avoir un sacré écart avec l'année précédente où il n'y avait pas de panneaux du tout. Là on voit sur le mois de mai 2023, 38% de consommation en moins. Si je passe au mois de juin, 45% de consommation en moins. Juillet, 33% en moins. Août, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les données disponibles là aujourd'hui sur EDF, c'est pas grave. En septembre, 40% de consommation en moins. Enfin, voilà, je ne vais pas faire le détail de tous les mois, mais je vous les balaye rapidement. Vous voyez qu'avec les panneaux solaires, la consommation de la maison, elle a bien baissé. Maintenant, si je repars du mois de décembre, là. Alors décembre, c'est un peu exceptionnel, il y a 43% de consommation en moins. C'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de soleil en décembre, c'est parce qu'on est passé à un poêle à granulés à la maison, à la place du chauffage électrique. Donc forcément, le gap est énorme. Maintenant, si je regarde l'économie en euros pour chaque mois, que je remonte à novembre, on voit que c'est 20% de moins. Octobre, c'est 32% de moins. Enfin voilà, septembre, ça a été quasiment divisé par 2, la conso de la maison. Juillet, c'est 33% de moins. Juin, c'est 45% de moins. Donc on voit, voilà, je balaye les mois pour que vous voyez à chaque fois qu'il y a bien un écart. Alors il y a mars 2023 où il n'y a pas eu trop d'économie parce qu'on a mis un peu plus de chauffage, il n'y a eu pas beaucoup de soleil. Voilà, février, il y a eu du soleil et on voit que malgré le chauffage, on a quand même moins consommé. Et alors au final, le bilan sur l'année 2023, je vous l'affiche à l'écran, hein, le site EDF là, ne marche pas aujourd'hui, malheureusement. Mais on voit que l'année 2022, 11 228 kWh. En 2023, 8300 kWh seulement. Donc l'écart, c'est les panneaux solaires. Et à partir de décembre 2023, on a fait installer un poêle à granulés qui nous a fait réduire un petit peu la facture. Mais tout le reste de l'année, c'est bien les panneaux solaires qui ont apporté cette réduction de kilowattheure. Et la réduction de prix qu'on voit en dessous, on est passé de 2100 € de prix EDF à 1700 €. Donc le gap, là, il est de un peu plus de 400 €. Dont 300 à mettre sur le compte du solaire au minimum, voire peut-être plus. Moi, 300 €, c'est l'estimation que j'ai faite. Voilà, donc ça fait un bilan quand même largement positif pour les panneaux solaires.
Et puis, je redis, j'en suis globalement très satisfait. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Tout ça pour vous expliquer, vous montrer un petit peu mon installation. Bien sûr, une installation, il faut qu'elle soit toujours adaptée à vos besoins, hein. C'est comme quand on achète une voiture par exemple. Il faut l'adapter à votre besoin, à votre situation, à l'emplacement que vous avez disponible pour accrocher vos panneaux sur un mur ou les mettre au sol. Mais c'était aussi et surtout une vidéo pour ceux qui hésitent à se lancer dans le solaire actuellement. Il y a de plus en plus de monde qui s'y met, hein, sur le plug and play, c'est tellement facile d'acheter des panneaux, de les brancher, ça fonctionne, on produit. N'hésitez pas trop longtemps, hein, moi c'est mon conseil. Franchement, au niveau des prix, c'est de plus en plus bas. C'est vraiment efficace, ça vous permet de réduire la facture assez facilement. Et puis vu que l'électricité n'arrête pas d'augmenter, de toute façon, ce sera de plus en plus rentable. Voilà. Alors dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des choses à regarder pour une installation photovoltaïque. Alors je ne vais pas revenir sur le fait de dimensionner votre installation, mais plutôt sur 5 choses à savoir pour augmenter votre production solaire et puis pour vous garantir une bonne production solaire. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des voitures qui passent.